Donc, bonjour, merci tout le monde d'être avec nous ce soir et merci Cynthia aussi. Comme vous le savez, j'ai lancé le festival Luna dans le but de voir la mort autrement puis de briser les tabous qui l'entourent. Je crois vraiment que Cynthia, qui est doula en fin de vie, va nous permettre d'aborder ce sujet plus en profondeur et ça va répondre à plusieurs questions qu'on se pose sûrement tous. Nous avons déjà reçu quelques questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous l'écrire dans la boîte conversée. Puis puisqu'on n'est pas nombreux, n'hésitez pas non plus là, si vous voulez la poser vous-même. C'est vraiment, on va essayer de faire ça sous forme de discussion. Puis on prendra sinon un moment à la fin là, pour poser toutes les questions. Donc, je laisse maintenant Cynthia se présenter. Allô, je vais vous mettre une petite présentation aussi en fond. Alors, je ne vais pas voir les questions, donc c'est Erika qui va être un petit peu le guide dans tout ça si jamais vous avez des choses pour moi. Je vais juste m'installer. Parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pas encore. Pas du tout. Bon, d'accord. Ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai oublié un bouton. Voilà. Parfait. Donc, merci à tous d'être ici. Ça me fait chaud au cœur de participer à ce beau festival-là. Donc, je vais me présenter si je suis capable de changer les petites slides. OK. Donc, mon nom, c'est Cynthia Gibrunel. Je suis doula en fin de vie. Je suis sur la rive sud de Montréal et je fais ça depuis quand même très récemment. En fait, j'ai commencé au mois de mars dans ce domaine-là. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont amenée à faire ça et j'aimerais vous les partager avec vous. En fait, j'étais dans le domaine automobile avant pendant 10 ans de temps. J'étais dans un monde qui était très, très rigide, conservateur, les objectifs, la pression, tout le paquet. Et j'ai vécu une première mort, la mort de ma grand-mère, qui était très proche de moi en 2015. Ça a été, en fait, la première personne que j'ai accompagnée jusqu'à la toute fin. Et finalement, j'ai perdu ma maman en juin. Oups, j'ai oublié ça. Bon, on y reviendra. J'ai perdu ma maman en juin 2019. Donc, c'est elle qui m'a donné le go pour aller dans ce domaine-là. Parce que quand j'ai perdu ma grand-mère en 2015, j'avais déjà eu ce genre d'appel-là qui était très puissant d'aller vers ce monde un petit peu, en fait, qu'on oublie, qu'on tasse de côté toujours. Puis finalement, c'était juste comme pas arrivé. J'avais continué ma vie, je suis tombée enceinte et la vie a continué. Finalement, la même année, on a su que ma mère avait un cancer de la peau, mélanome. Fait qu'on était comme, bon, c'est OK, tout va bien aller. C'est un cancer qui est relativement simple à traiter habituellement. Et finalement, 4 ans plus tard, ben, elle en est décédée. Ça a été des mois d'hospitalisation, donc on vivait pratiquement la moitié de la semaine sur l'étage des soins palliatifs. On a vu des patients, on s'est créé des liens avec les employés qui étaient là, que ce soit les préposés ou les médecins. Et en étant une situation qui était extrêmement difficile pour moi, ça a été aussi une des plus révélatrices parce que j'ai senti le pouls de ce monde-là, le monde des soins palliatifs. Ça a été un appel pour moi qui a été très, très fort. Puis, je mets des photos aujourd'hui parce que moi, avant d'approcher la mort à ce point-là, j'avais pas vu physiquement c'était quoi les changements, tu sais. Puis, on voit, à chaque fois, je regarde des photos de ma mère avant, puis la dernière photo, c'est quelques jours, en fait, avant qu'elle soit mise en sédation. Les gens me disent, on la reconnaît pas. Puis moi, je suis comme, ben moi, je la reconnais, mais c'est vrai que le physique, c'est flagrant, tu sais. Puis un de mes rôles dans ce que je fais, c'est de préparer les proches à ces changements-là. Parce que quand on n'a jamais côtoyé la mort, c'est assez, ça peut être prenant, tu sais, puis se regarder même pour elle, se regarder dans un miroir, c'est difficile. Donc,
avec cet appel-là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'aide que je pouvais apporter, en fait, et d'éducation aussi à la mort. Donc, finalement, qu'est-ce que ça fait, une doula en fin de vie? On a je dirais, quatre grands rôles. On est là avant, pendant et après le décès. On est là pour encourager, pour défendre les droits de la personne et pour responsabiliser aussi l'entourage et la propre personne qui est en fin de vie. En fait, le mouvement des doulas s'est créé parce qu'on réclame des soins qui sont adéquats et qui sont justes pour toute la communauté. La dignité, on l'entend toujours. Puis c'est vrai que ça s'améliore, mais en même temps, le chemin est encore très, très long à faire pour arriver à des traitements et des soins qui sont égaux. Donc, on est là pour ça, entre autres. On est là pour un support qui est émotionnel, qui est spirituel. Ce qu'on est, c'est un espèce de filet de sécurité entre la personne qui est en fin de vie, la famille, les soignants également. On est un membre neutre dans l'entourage. On ne veut pas faire partie de la famille, mais on veut juste être neutre puis être là comme un safe space si quelqu'un a besoin de se libérer. Donc, quand on se prépare à notre propre mort, c'est toutes nos croyances limitantes, c'est toutes nos peurs, c'est tous les non-dits qui ressortent, puis on est dans une espèce de tourbillon autour que les gens ont quasiment plus peur que nous parfois, ou bien il y a des conflits qui sont non réglés. On marche sur des œufs beaucoup aussi en tant que proche. On ne veut pas inquiéter, on ne veut pas pleurer devant notre personne qui va nécessairement décéder bientôt. Donc, ça prend quelqu'un entre tout ça parfois pour venir un petit peu rendre les choses fluides. Donc, c'est notre rôle. On est dans la confidentialité et le non-jugement, ce qui est très, très important pour pouvoir être dans l'entourage d'une personne en fin de vie. On est centré sur la personne, sur l'humain à la base. L'esprit de communauté, elle est très difficile à trouver en ce moment, on va se le dire. C'est plus rare. On vit tous un petit peu isolés. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir faire que les gens soient rassemblés. Puis, on se centre aussi beaucoup plus sur l'humain que sur la pathologie. Au fond, nous, ce qu'on veut, c'est du confort, que l'esprit soit apaisé, que ce soit bienveillant. On est aussi, en fait, pour terminer, un soutien qui est constant auprès de l'entourage. Je dirais, tantôt, je parlais de la photo, de quoi ça a l'air quand on arrive vers la fin, vers une mort qui est imminente. Il y a plein de choses qui se passent. Oui, le corps change, mais il y a autre chose aussi. Il y a une respiration qui est difficile, qui est différente, qu'on n'a jamais vue. Il y a la couleur de la peau qui change. Il y a les propos qui sont dits qui parfois ne sont pas très, très sensés. Si on n'a aucune idée à quoi s'attendre et qu'on n'a jamais accompagné personne, cette expérience-là peut facilement devenir traumatique. Donc, d'avoir quelqu'un qui nous prépare à tout ça et à cette éventualité-là, ça peut être très rassurant. Puis, évidemment, on accompagne, mais c'est important pour nous de laisser les proches accompagner surtout. Parce que quand les proches accompagnent puis sont inclus dans la fin de vie, que ce soit par les soins, je veux dire, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire pour, après ça, vivre notre deuil. Quand on s'implique, notre deuil va être nécessairement un peu plus léger à faire. T'sais, la douleur va être encore là, mais on va avoir fait ce qu'on peut jusqu'à la fin. Donc, ça, c'était pour le pendant, mais là, après, avec l'entourage et la famille, on vient plus au soutien qui est logistique, donc que ce soit pour régler les détails de célébration, de tout ce qui est vraiment là, les choses un peu plus plates à faire, la paperasse, où est-ce qu'on doit appeler, qu'est-ce qu'on doit imprimer, et aussi au niveau de la thérapie du deuil. Donc, pour les gens dans l'entourage qui en ont besoin, ben, on est ce soutien-là aussi. Donc, on fait beaucoup de choses. Cynthia, est-ce que tu as fait une formation pour devenir doula en fin de vie? Oui, c'est un travail qui n'est pas reconnu par aucune organisation encore. Donc,
Ça veut dire que n'importe qui pourrait se dire doula en fin de vie, mais c'est un peu le même principe que les doulas de la naissance. C'est pas parce qu'on a accouché 1 ou 2 fois qu'on devient doula nécessairement. Donc, je suis allée me former. J'ai fait 2 formations. J'en ai fait une ici au Québec avec une école de coaching qui offre l'accompagnement en fin de vie. C'est reconnu en tant que naturothérapie. Et j'en ai fait un autre aussi en Colombie-Britannique parce que dans le Canada anglais, il y a plusieurs cours qui sont offerts dans des institutions qui sont scolaires, là, donc dans des collèges, universités. Donc, j'ai fait les 2 pour avoir une vision globale de qu'est-ce qui se passe au Canada parce que oui, au Québec, on le vit à notre façon, mais c'est quand même différent ailleurs. C'est intéressant de pouvoir comparer. Fait que oui, il y a plusieurs options. Et je le conseille vraiment parce que même si on l'a vécu, j'ai appris énormément là-dedans. Là. Ouais. Merci. Donc maintenant, dans ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas les soins, l'hygiène de la personne. On ne procède pas à des actes médicaux quelconques, ni les actes légaux. Donc, tout ce qui est testament, mandat d'inaptitude, tout ça, ça prend quand même des gens qui sont dans ce métier-là, qui ont le droit de faire ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est agir en tant que médiateur entre certaines personnes dans la famille. Donc, s'il y a des conflits, on peut être là pour faire de la médiation, mais c'est rien de légal, c'est vraiment pas notre rôle. Et du côté soins et hygiène aussi, j'aimerais rajouter qu'il y a certaines doulas en fin de vie qui ont également un cours de préposé bénéficiaire. Donc, il y en a qui vont offrir ce service-là. Ils sont plutôt rares, mais il y en a, donc j'aime mieux vous le dire. Ça ne vient pas dans le curriculum de toutes les doulas en fin de vie. C'est vraiment particulier à certaines personnes qui l'offrent. Comme par exemple, pour moi, j'ai fait ma certification de PDSB qui me donne le droit de faire des manœuvres de mobilisation, changer de position les personnes et tout ça. Mais c'est tout, là, tu sais. Donc, c'est vraiment à la discrétion de la doula si on veut aller de ce côté-là. Mais assurez-vous que la personne a le droit de le faire parce que s'il arrive quelque chose légalement après ça, ça peut être chaotique. Donc, très important de prendre ça en considération. Au niveau d'assumer, conseiller, prendre des décisions à la place de la famille ou de la personne en fin de vie, on peut pas faire ça. On n'est pas dans ce moule-là. Nous, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'offrir les options, de dire aux gens, ça, c'est telle ressource que vous pouvez utiliser, par exemple, dans les copies, des actes légaux et tout. On peut faire une liste de ce qui a besoin d'être fait, mais ce n'est pas nous qui va le faire, ce n'est pas nous qui va conseiller de le faire d'une certaine façon. C'est pas notre sort, en fait. Donc, c'est ce qu'on ne fait pas. Avez-vous des questions par rapport au métier? N'hésitez pas, là, si vous ne voulez pas les poser, vous pouvez les écrire dans la petite boîte en bas conversée. Puis vous pouvez le faire tout au long là, de l'échange. Oui, tout à fait. Puis je tiens à dire aussi, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais de la façon qu'on fonctionne, c'est au privé. Donc, on est engagé par la famille ou par la personne en fin de vie. Et il y a 2 façons là, que moi, je fonctionne. C'est soit par taux horaire. Donc, si vous avez besoin d'avoir une présence juste quelques heures parce que ça se déroule très rapidement, ça peut être un taux horaire. Mais la majorité du temps, en fait, c'est des genres de package qu'on fait selon les besoins. Donc, est-ce que la famille va avoir besoin d'accompagnement aussi par après? Combien de temps? C'est quoi le pronostic environ? Donc, c'est vraiment du sur-mesure pour chaque famille parce qu'il n'y a pas un décès qui est pareil. Il n'y a pas une maladie qui évolue de la même façon non plus. Donc, c'est très malléable, mais c'est vraiment monté sur mesure pour chaque personne. Dans mon cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà. Je ne peux pas utiliser mes flèches. Bon. En fait, ce qui s'offre en ce moment dans les hôpitaux, par exemple, ou dans les maisons de soins palliatifs, c'est des intervenants spirituels, il y a des travailleurs sociaux, il y a des bénévoles, il y a des psychologues aussi, par exemple, dans les étages de soins palliatifs à l'hôpital.
Il y a souvent un psychologue attitré qui va faire son tour de ses patients et tout ça pour avoir des discussions. C'est sur des chiffres, donc ce n'est pas un soutien qui est là en tout temps. On doit souvent prendre rendez-vous aussi avec la personne, là, pas quand on est rendu vraiment là, en fin de vie, mais quand on est à l'étape palliative, tu sais, qu'on a encore des traitements, par exemple, et tout ça, qu'on est encore à la maison. C'est un petit peu plus difficile d'avoir ce soutien-là. Il y en a, mais je pense qu'il manque de ressources. Donc, il n'y a peut-être pas assez de gens pour la demande qui offrent ce service-là. C'est une relation aussi qui est souvent plus ou moins de courte durée dans les centres contrôlés médicaux. À domicile, ce qui s'offre aussi, il y a des services de répit. Donc, des personnes qui viennent prendre la place de la famille, par exemple, pour une période de veille ou pour de l'aide à domicile. Il peut y avoir des psychologues aussi à domicile, mais ce n'est pas tous les CLSC qui l'offrent. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'accompagnement spirituel, l'accompagnement psychologique, elle est là, mais à petite dose. Et c'est un des moments dans notre vie où on en a le plus de besoin. Donc, c'est là que notre rôle tombe important. Puis, les gens qui travaillent dans les étages de soins PAL et tout sont incroyables. C'est pas qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est pas ça du tout, c'est que c'est très différent en fait, le service qu'on offre, c'est que c'est du long terme, on est du support qui est là 24 heures sur 24. Au bout du fil, quand on est rendu tout près du décès, on est toujours disponible. Donc, il y a des gens qui n'auront pas besoin d'un support comme ça parce qu'ils se sont déjà préparés ou c'est trop avancé ou ils n'ont pas peur de mourir. Il y en a qui sont rendus là puis c'est OK. Il y en a d'autres, par contre, et c'est souvent le cas dans les décès qui sont plus jeunes. Donc, quand on parle de quelqu'un qui décède à 50, 60 ans, c'est très jeune, tu sais, en descendant. C'est souvent là qu'on va avoir plus de travail psychologique à faire, puis aussi, planification, parce que souvent on a le temps de planifier comment ça va se passer pour la suite. Donc, c'est là la différence. Oui, il y a un soutien qui est psychologique et spirituel dans les centres médicaux et tout, mais c'est juste pas aussi personnalisé et c'est pas aussi long, c'est pas sur une longue durée. Donc, c'est un petit peu ça, la différence. Puis ça me fait penser, c'est quoi nos options justement pour choisir l'endroit où on peut vivre là, notre fin de vie? Puis après ça, j'ai une question de Claude, je vous ai pas oublié. Parfait. En fait, je vais commencer ça comme ça. En ce moment, au Québec, il y a 80% des gens qui préfèrent mourir en milieu hospitalier, maison de soins palliatifs, en tout cas dans des lieux qui sont contrôlés, versus 20% qui souhaitent mourir à domicile. Et ça parle beaucoup, ces statistiques-là, parce que, en fait, premièrement, le 20%, c'est probablement parce qu'il manque énormément de ressources à domicile et on le sait, ça revient fréquemment sur le sujet. On en a eu aussi vent, il n'y a pas si longtemps que ça dans les nouvelles avec tout ce qui se passe. Il n'y a pas assez de ressources, donc c'est insécurisant de se dire qu'on va mourir à la maison. Versus 80, puis c'est très normal là, parce qu'on a des peurs par rapport à la mort et tout ça, puis on va y revenir tantôt. Mais c'est quand même un gros gap. Quand on sait que mourir à la maison, c'est une des choses les plus souhaitables, en fait, de rester dans nos choses, avec notre entourage. Mais c'est ça, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit assez rassurant aussi pour qu'on veuille cette option-là. Donc, en fait, nos options, c'est, comme je viens de vous dire, on peut à domicile, on peut mourir à l'hôpital, il y a les résidences et CHSLD aussi. Évidemment, quand on est rendu là, c'est rarement par choix. C'est rare que c'est le top numéro 1 du plan de fin de vie, mais parfois, c'est ça qui arrive avec la maladie et tout ça, et les manques de ressources ou d'entourage aussi dans la famille qui ne peut pas prendre autant de charges et de soins. Et il y a évidemment les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est pas mal là que ça se passe. Les maisons de soins PAL aussi, je pense que je ne les ai pas nommées, mais c'est une des
plus bel endroit où on ne pourrait pas décéder. À la maison et les maisons de soins palliatifs, c'est incroyable. Le problème là-dedans, c'est qu'il y en a une trentaine seulement au Québec, une douzaine de lits en moyenne par maison. Donc, dans certains endroits, il y a des listes d'attente pour pouvoir rentrer, avoir un lit, là. Donc, des fois, on n'a pas le temps de se rendre. Des fois, on a le temps et c'est parfait. Mais il faut se dire que cette option-là, si c'est notre plan A, il faut avoir un plan B aussi. Donc, les questions à se poser là-dedans, premièrement, pour le domicile principalement, est-ce que l'ergonomie de ma résidence me le permet? Si j'ai 2 escaliers à monter pour aller à ma chambre, est-ce qu'on est capable de descendre mon lit en bas? C'est des questions comme ça qu'on doit penser avant. Le soutien, l'entourage, est-ce que j'ai assez de gens autour de moi qui peuvent venir, que ce soit momentané, mais ça peut être aussi sur de longues périodes parce que souvent avec la maladie, on ne contrôle pas à quel point on se désintègre, en fait, c'est ça le mot. Parfois, on va perdre la mobilité, puis on va être quelques mois sans pouvoir se lever tout seul. Est-ce qu'on va avoir des gens autour de nous qui vont pouvoir nous aider? Les ressources externes, qu'est-ce que mon CLSC offre par chez nous? Est-ce qu'il y a des organismes qui offrent des services aussi, que ce soit de l'aide ménagère, que ce soit la préposée, que ce soit un infirmier, le médecin, quelqu'un qui vient faire à manger? Est-ce que j'ai ça d'offert dans mon territoire? Don d'organes ou pas, celui-là, c'est super important. Si vous voulez faire un don d'organes, en fait, c'est obligatoire de mourir à l'hôpital dû au, en fait, le délai entre la mort et le retrait des organes. Donc, si on pensait mourir à domicile, mais qu'on a quand même signé notre carte, vous allez pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible, mais du moment que la mort devient active, que c'est imminent, vous allez tout de suite transférer en milieu hospitalier. Donc, c'est une chose à considérer. Évidemment, tantôt, on en a parlé du sentiment de sécurité. Est-ce que pour nous, ça nous crée plus d'angoisse de se dire qu'on est à la maison versus l'hôpital? Parce que c'est légitime si c'est ça. Comme je vous disais tantôt, on est dans une société qui a peur de mourir. Donc, ça se pourrait qu'on ne se sente pas bien chez nous, puis qu'on ait le goût d'aller en centre médical. Et finalement, la gravité de la maladie qui va beaucoup teinter, en fait, notre parcours jusqu'à notre décès parce que surtout, la maladie du siècle maintenant, c'est le cancer. S'il y a une maladie qui n'est pas contrôlable, qui est pleine de rebondissements et de surprises, c'est bien le cancer. Donc, si votre maladie est hyper agressive, c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir sortir de la maison. Donc, je vous conseille de faire un plan puis un plan B. D'en avoir au moins 2 pour savoir c'est quoi vraiment vos envies, vos souhaits là-dedans. Mais au moins d'avoir une petite idée de fait, ça va déjà aider grandement vous, premièrement, et votre entourage aussi. Ouais. Puis, quand que justement tu te fais une idée comme ça, c'est important d'en parler. Est-ce qu'on doit l'écrire à quelque part? Comment qu'on s'assure que ce plan-là, à un certain point, je ne sais pas si peut-être qu'on va être capable de le dire aussi, mais si on n'est plus capable de le communiquer, c'est quoi qui est important de faire en fait avant? Moi, je suis beaucoup pour l'écrire. En fait, c'est ce que je fais avec les clients, c'est qu'on écrit sur papier qu'est-ce qu'on veut. Puis j'ai trouvé un petit guide qui a été fait par une femme en Ontario, qui est doula en fin de vie aussi. Elle a monté je vais vous le montrer, je l'ai juste ici. C'est un guide, en fait, avec toutes les questions pas possibles de planification, de fin de vie, mais on va vraiment partout, là. On va de ce qui est financier, qui on appelle en premier. Est-ce que j'ai des animaux? C'est quoi le vétérinaire de chaque animal pour les personnes qui vont prendre charge? Il y a, si je décède en été, qu'est-ce que je veux comme cérémonie? Si je décède en hiver, est-ce que ça va être différent? C'est tellement détaillé qu'avoir un livre comme ça, puis que c'est notre proche qui est décédé qui nous l'a remis avant, je veux dire, on n'a rien à faire, là. On n'a pas de questions à se poser. Ça l'enlève tellement une charge. Puis pour la personne qui le remplit, c'est un petit peu reprendre le pouvoir aussi sur ce qui est incontrôlable, en fait. C'est de reprendre le pouvoir sur qu'est-ce qu'on veut, puis notre corps aussi, parce qu'on
En l'écrivant comme ça, ben, on donne des directions claires. Puis, ouais, c'est se redonner le pouvoir. Fait que, tu sais, oui, je l'écrirais. Pas nécessairement d'avoir un guide comme ça. Puis ça, quand je vais fermer ma présentation, je vais vous Oui. demander vos emails si vous êtes intéressé ou vous envoyer le lien directement du site web. Mais de l'écrire. Et il y a des choses comme, par exemple, le don d'organes, que, bon, il y a la carte qu'on peut signer. Mais si c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, faites-le ajouter à votre testament. Il y a des familles qui contestent quand la carte est signée. Quand c'est mis dans le testament, c'est encore plus, c'est encore plus solide, là. C'est qu'on veut vraiment que ça arrive, tu sais. Par exemple, l'incinération et tout ça, on peut aussi l'ajouter dans le testament. C'est des choses, en fait, tout peut être ajouté dans le testament. Puis je le ferai pour les choses qui sont vraiment plus, comme par exemple le don d'organes et tout ça, tout ce qui est héritage, legs. Mais pour ce qui est de vos souhaits, un guide comme ça, ou tout simplement de l'écrire dans une lettre, puis de la remettre à nos proches, puis pas nécessairement quand on est près de la fin, là. Je pourrais la donner à mon chum tout de suite aussi, puis tu sais, il saurait qu'est-ce qui va arriver si demain je sors de chez nous puis je me fais frapper par une voiture. Parce que peu importe l'âge, on n'est jamais à l'abri de ça, tu sais. Fait que, oui, de l'écrire puis de le remettre à nos proches ou à la personne qui vit avec nous, du moins. Je pense que ça peut être une grande aide, puis ça nous aide aussi à nous familiariser avec ça. Vraiment. Mais tu nous partageras le nom du livre. Oui, je vais faire ça, c'est sûr, c'est sûr. Je vais l'écrire, je vais aller chercher tout. Ouais. Donc, finalement, je vais arrêter de vous partager mon écran, comme ça, je vais pouvoir voir le chat. Je pense qu'on avait une question de Claude. Oui, c'est ça, justement, elle disait, je sais pas, je m'excuse, Claude Boutin, disait ta formation au Québec était de quelle durée et quel est le nom de l'école de coaching? L'école s'appelle Isabelle Pitre Coaching. C'est un 300 heures. On a jusqu'à 2 ans pour le faire. Moi, en mode temps plein, je l'ai fait en quelques mois. Tu sais, dans le fond, là, si on fait ça comme non-stop, on peut le faire en 4 mois. Mais en moyenne, c'est comme 10 mois qu'elle m'avait dit quand elle m'avait présenté le programme. Et c'est reconnu par toutes les associations comme RITMA, l'ANQ, donc ce qui est naturopathie. Ce qui fait que quand on est dans ces associations-là, on peut aussi offrir des reçus aux gens. Donc, c'est reconnu comme école et c'est un très, très beau programme là, qui est fait à distance, à notre vitesse. Ça, c'est super le fun aussi. Ouais. Est-ce que ça répond bien à votre question, Claude? N'hésitez pas là si vous avez d'autres questions, sinon on en a reçu aussi d'avance. Oui, c'est bon. Excusez. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon on en avait reçu, puis il y en a 2 particulièrement vraiment intéressantes. En fait, elles sont toutes intéressantes, mais je voulais commencer par ces 2-là parce que, puis je pense qu'ils vont bien ensemble aussi là, par rapport justement au cycle de la vie. Donc, on avait reçu la question de Josée en quoi est comparable le métier de doula pour les naissances, le métier de doula en fin de vie. Puis la question de Valérie avoir peur de l'après, comment lâcher prise? Parfait. Bien, je vais commencer par le plus simple à répondre. C'est quoi la différence entre une doula de naissance et une doula en fin de vie? Il y a beaucoup de similitudes parce que c'est tellement intime. Les 2 moments sont très, très intimes, très sauvages. C'est des moments quand on laisse rentrer quelqu'un là-dedans avec nous, c'est qu'on est prêt à tout montrer, puis il n'y a plus de pudeur. En fait, à la naissance, le parcours est sur quelques mois aussi. On est là au moment de l'accouchement, puis il y en a beaucoup qui offrent du soutien aussi après. Donc, dans ce sens-là, c'est très, très semblable. Je dirais que dans la mort, ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement que la doula soit là au moment du départ. Il y en a qui vont vouloir seulement être avec leurs enfants, avec leur mari, par exemple. Mais par contre, le travail qu'on a fait avant permet ça aussi. Puis, tu sais, on n'est pas là pour être dans le visage de la personne à côté. Êtes-vous correct? C'est pas ça. On soutient vraiment, mais en silence. Puis, on est le filet de sécurité, comme je disais tantôt. Tandis que la doula de naissance est activement
dans l'accompagnement, que ce soit en point de pression, que ce soit... mais pour quelqu'un, par exemple, qui a besoin de notre soutien vraiment jusqu'à la fin, pour que ce soit, justement, on pourrait faire des points de pression, on pourrait utiliser de l'aromathérapie, on peut faire plein de choses rendues là pour assurer un confort, assurer aussi que tout le monde est OK. Au pire qu'on attende dans le salon de l'étage, puis que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose, qui a comme une trop grosse boule à passer, bien qu'on soit là pour soutenir ce proche-là aussi. Donc, c'est semblable, mais en même temps, je pense que l'intensité du moment est peut-être dupliquée parce qu'il n'y a pas juste la personne qui est en fin de vie et son conjoint ou conjointe. Il y a souvent aussi tout un village qui est là pour vivre ce moment-là. C'est pas rare que... en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est souvent tout ou pas tout, c'est que les personnes sont seules ou bien il y en a 25. Il y a des familles que c'est soudé comme ça, puis qui vont attendre dans le salon, là, puis que quand la personne va décéder, ils vont vouloir passer tour à tour, puis je trouve ça magnifique. Mais d'avoir quelqu'un qui est là pour soutenir ces gens-là qui ressortent en pleurs, puis qui doivent reprendre leur voiture pour retourner à la maison, je pense que ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. Fait que dans ce sens-là, je pense que l'esprit de communauté est vraiment comme mis en haut là c'est au top. Puis en même temps, on voit tellement de similitudes entre la naissance et la mort. Je vous amène juste à réfléchir à qu'est-ce que ce serait notre départ, à quel point on serait plus à l'aise avec la mort dans notre monde si on préparait notre départ comme on prépare la naissance de nos enfants. Ce serait 100% différent. Maintenant, on se fait annoncer une naissance. Bon, on fait notre test de grossesse, on s'en va voir notre médecin, on est etc. C'est super le fun. On embarque dans un processus. On embarque dans un processus aussi quand on se fait annoncer un pronostic ou qu'on a une maladie grave. Sauf que c'est comme plein de non-dits. La famille, des fois, a des cues que le médecin leur a dit, puis la personne qui est en train de mourir elle-même ne le sait même pas parce qu'il ne faudrait pas qu'elle sache ça, puis ça va peut-être être trop dur pour elle, ou vice-versa. On cache à la famille. C'est fait d'une façon un petit peu garrochée, je trouve. Il y a des médecins qui sont super, super humains. Puis il y en a d'autres qui manquent un peu à l'école de la chaleur humaine, là, ça n'a pas été la plus haute note. On en entend des histoires d'horreur que, par exemple, j'ai une amie que son père attendait dans la salle pour avoir des résultats d'un test, puis il disait « Ce sera pas long, ma femme s'en vient ». Puis le médecin il a dit « Oh non, non, j'ai des rendez-vous, je peux pas l'attendre ». Puis il a annoncé de être là qu'il restait quelques mois. Là. Ça aurait été quoi? Quand tu sais que tu vas annoncer ça, ça aurait été quoi d'attendre, C'est ça qui est un peu... les naissances, c'est beau. C'est un passage de vie, comme la mort. Est-ce qu'on peut prendre le temps de préparer les gens comme du monde puis d'offrir les ressources? Du soutien psychologique, c'est le fun qu'on existe puis qu'on soit là, mais c'est pas gratuit, là, nos services. Mais ce serait-tu le fun que ce soit gratuit, me semble? Comme les cours prénataux dans les CLSC. Il n'y a pas nécessairement des cours préparatoires à la mort. Il faut payer pour avoir quelqu'un qui nous explique que c'est normal qu'on ait peur. Puis c'est quand même assez troublant, je trouve. Mais ça m'amène à la deuxième question de pourquoi on a peur et comment lâcher prise là-dessus. Bien, c'est assez simple. Ça part de toute cette espèce de système-là qui fait que, justement, quand on est en train d'accoucher de notre enfant, et même pendant la grossesse, qu'on nous dit « L'important, madame, c'est que votre bébé et vous soyez en santé et vivant. » C'est le même, là. C'est ça le message qu'on enregistre. Peu importe comment ça va se passer, l'accouchement, on va s'arranger pour que vous soyez vivants les deux. Peu importe les dommages qu'on fait au corps, peu importe le dommage psychologique, tant que vous survivez, c'est ça l'important. Le reste, on gérera plus tard. Donc, nous, on est enceinte de notre enfant, puis on se dit déjà, OK, ça se peut qu'il y ait des complications, blablabla, mais l'important, c'est que je survive.
Notre enfant ressent tout ça. Hein? Les enfants dans notre ventre, c'est plus un débat maintenant, ça ressent le stress, ça ressent tout ça. Puis, on arrive pour aller accoucher. Finalement, il y a des complications dans la plupart des premiers bébés. Et notre état psychologique est un peu laissé à nous-mêmes, comme dans la mort. Mais ce que ça fait, c'est que du moment que le bébé sort, peu importe les traumas que la mère a vécus, madame, votre bébé est en santé, votre bébé est vivant, on a réussi. Le bébé naît avec tous ces chocs-là, puis en grandissant, on va chez le pédiatre, je ne sais pas combien de fois, on est déjà là à leur donner des antibiotiques quand il y a un otite, que ça fait 12 heures que c'est là. On est dans un système médical qui nous montre qu'en fait, notre corps à nous, le but, en fait, c'est que la science est la clé pour notre survie. Si on n'a pas les médicaments, si on n'a pas ça, on va mourir. Fait qu'il ne faut pas mourir. C'est ça notre but dans la vie, c'est de ne pas mourir. Fait qu'on grandit là-dedans. Petit bout de chemin qui se fait, on perd quelqu'un pour la première fois, on n'en parle pas, hein? On vit ça par en dedans. Surtout, perdre quelqu'un quand on est un enfant, souvent ce qu'on dit est pas banalisé, mais on oublie rarement d'inclure les enfants dans cette étape-là. On est pris dans notre propre deuil, puis de dire la vérité à ces enfants-là, c'est comme, ce serait en fait de les effrayer, de ne pas, d'un peu enlever leur innocence. Donc, les enfants grandissent en ne réglant pas nécessairement ou en ne comprenant pas ce qui s'est passé avec la mort. Et vice-versa. Ça continue. Ça continue, ça continue. On est ado, on perd quelqu'un, on ne comprend pas trop ce qui se passe parce que personne ne nous parle. On n'a pas pu aller voir notre grand-père parce que ce serait traumatisant qu'on nous a dit de le voir. Fait qu'on n'est pas allé. Fait que, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux emmener, mais tout ce qui est mis en place par rapport à la mort, c'est fait pour rester dans le silence puis caché en arrière des rideaux. Fait que c'est bien normal qu'on ait peur. T'sais, quand on recule, là, 100 ans, là, fin du 20e siècle environ, on fait encore les cérémonies dans les maisons. Le corps était encore dans la maison pendant 2-3 jours, puis on honorait cette personne-là, on célébrait ce départ-là, comme dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi nous ici, à la place de dire les mots « il est mort », il faut qu'on dise « il est parti dans le ciel, il est parti en voyage, il s'est endormi ». Pourquoi on a tellement de difficultés à dire les vraies choses? Je pense que c'est la cause principale de notre peur, c'est qu'on n'en a jamais parlé ouvertement depuis tellement longtemps. Est-ce que pour battre cette peur-là, ça serait en fait d'en parler, de briser la vie justement, puis de... Oui. Plus on lit, plus on s'informe là-dessus, plus on ouvre la discussion avec nos proches, plus ça va être facile aussi de respecter c'est quoi ce cycle-là vie-mort-vie, tu sais. Parce que, je vais vous donner un chiffre qui est quand même assez, que j'ai trouvé récemment, 93,5% des humains qui ont vécu sont morts. Donc, sur 108 milliards, on estime d'humains qui ont vécu, 93% sont morts. Donc, ce que ça nous dit, c'est que clairement, s'il y a une certitude dans la vie, c'est qu'on va mourir et qu'on n'est pas les premiers. Donc, on est aussi bien d'en parler puis d'ouvrir la conversation et de se familiariser avec ça que de continuer de vivre dans un déni de société, qu'on doit toujours être en bataille constamment avec la mort. Et je pense qu'en ce moment, c'est encore plus présent avec les médias et tout ce qui se passe parce qu'on parle de décès à tous les jours comme si c'était... Puis c'est grave, là, pour vrai, je ne dénature pas les décès du COVID et tout ça, sauf que ce que ça projette, c'est qu'on est en mode survie depuis le mois de mars. Puis on est dans une bataille contre un virus, il appelle ça un ennemi invisible. C'est ça. On n'est pas tout le temps dans une bataille, on n'est pas toujours en mode survie. T'sais, quand on comprend qu'on va mourir puis qu'on est mortel, puis que c'est ça notre cycle, on commence à vivre avec une vue différente. Tout commence à goûter meilleur. Les moments sont plus beaux. Le soleil est plus beau. On change notre vision, tu sais.
Fait que sortons du mode survie, s'il vous plaît. C'est ma Merci. longue réponse. Pardon? Oui, ta longue réponse, c'est bon. Merci. On a une autre question de... N'hésitez pas là, si vous avez des questions, mais sinon, on a une autre question de Catherine comment se préparer au départ de nos proches? Oui, bien, on va aller un petit peu dans ce sens-là. Ça va être d'ouvrir la porte, par exemple, si on n'a jamais eu la discussion avec nos parents de qu'est-ce qu'ils désiraient avoir, tu sais, nos parents qui commencent à vieillir, par exemple, je pense à mon grand-père qui a 75 ans, il a probablement jamais eu la discussion avec ses enfants de qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme souhait, tu sais, c'est quoi ses souhaits pour sa fin de vie. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est que amenez-la à la discussion. Si vous ne l'avez pas eu, là, avec une petite coupe de vin, là, puis un roast beef, ça se demande. Puis ça se peut que la personne, que vos parents vous ferment la porte tout de suite, puis disent « Ah, pourquoi on parle de ça? » Ce serait ça le réflexe numéro 1, mais croyez-moi que vous allez avoir fait un petit chemin, par exemple. Revenez à charge 2, 3 semaines, 1 mois plus tard. Tu sais, Mac, quand je te parlais de ça l'autre fois, là, j'aimerais ça vraiment qu'on ait cette discussion-là. C'est important pour moi, tu sais. Vous l'avez redemandé, puis probablement que cette fois-là, avec le chemin que ça leur a fait dans leur tête, ça va déjà être plus facile comme conversation, puis ils vont peut-être vous ouvrir la porte. Fait que ce qui est épeurant, puis pourquoi on craint de perdre nos proches, premièrement, c'est que c'est un manque de contrôle total. Quand quelqu'un autour de nous va mourir, on est impuissant. Comment on va faire pour s'en remettre? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a tout ça en dedans de nous. Comment faire le deuil? On l'a en dedans de nous. Tu sais, les hommes enterrent des hommes depuis toujours. On nous fait croire qu'on n'est pas capable de le faire, mais notre deuil, c'est à nous qui appartient. C'est nous qui sachons comme... Des fois, on a besoin d'aide, là. On va se le dire parce qu'il faut ventiler, mais on a ce pouvoir-là. Tu sais? Fait que prenez conscience de tout ce que vous êtes capable de faire en tant qu'humain. Les épreuves qu'on vit au quotidien, surtout, mettons, quand on parle les semaines, les mois précédents le départ de, par exemple, un de nos parents ou notre conjointe, à tous les jours, il va y avoir des petits deuils qui vont se passer. Il va y avoir des petites pertes, que ce soit de la mobilité, que ce soit de ne plus être capable de se brosser les dents seul, que ce soit de ne plus être capable de prendre ses petits-enfants. Ça va être des petits deuils tranquillement qui font leur chemin dans la tête de la personne qui va décéder, mais dans notre cœur aussi à nous. Parfois, quand c'est brusque, soudain, là, c'est sûr qu'on s'entend, c'est différent, là, comme deuil à faire. Là. Il y a une couche comme supplémentaire souvent, là, parce que la nature du deuil est tellement comme c'est ça, brusque, soudaine, inattendue. Et je pense que c'est peut-être de cette peur-là que les gens craignent le plus, de ne pas pouvoir prendre le temps de dire les dernières paroles, de dire « je t'aime », de serrer dans les bras. Ce que je dirais à ça, c'est dans le fond, pourquoi attendre pour faire ces choses-là? Si on les fait quotidiennement, puis si on les fait comme quand ça nous tente, si ça arrive demain, vous allez pouvoir dire que vous avez tout fait ce que vous vouliez faire, puis que vous aviez pris soin, vous aurez pris soin de cette personne-là. Si jamais c'est dans la maladie, bien, faites-vous le cadeau des accompagnés, puis de participer à donner un bain, puis de, tu sais, impliquez-vous, parce qu'après ça, là, vous allez être tellement plus fiers de ce que vous avez vécu ensemble. Ces souvenirs-là vont vous marquer pour le restant de vos jours. Moi, avec ma mère, personnellement, mais si j'ai à choisir un moment, là, que je revivrai avec elle, c'est la fois qu'on a mangé des frites, mon père, ma soeur puis moi avec elle dans son lit d'hôpital, puis qu'elle nous disait des niaiseries parce qu'elle commençait à être confuse, mais on a tellement ri. Tu sais? Fait qu'on a beau appréhender ces moments-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse dans ces pertes-là, mais il faut se donner la chance de le vivre. Il faut se donner la chance d'accompagner puis de tenir la main jusqu'à la fin. Puis après, il faut se donner la chance aussi d'accueillir ces émotions-là, puis de comprendre qu'on ne sera plus jamais comme avant, mais on va être une version qui va avoir évolué. Puis tu sais, le but, en fait, c'est d'harmoniser notre perte avec notre vie. Mais il y a juste des belles opportunités là-dedans. Il y a juste l'évolution. Du moment que la peine et puis la douleur vive est passée, là,
tellement des belles renaissances qui peuvent se passer, tu sais. Fait que, ouais, je pense que plus on est en proximité, pour faire un petit résumé, plus on en parle, plus on se met en proximité avec la mort, plus c'est simple après ça d'avoir ces discussions-là. Et finalement, quand on est rendu là à accompagner un proche, de s'impliquer, puis de donner tout ce qu'on a pour vivre les plus beaux moments possibles à la fin. Puis au quotidien, ben dites-les je t'aime à vos parents 15 fois si c'est ça que vous avez besoin, tu sais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. Moi, je ne prends pas la vie pour acquis. Fait que mes enfants, le matin, je les embrasse comme si j'allais plus les revoir. Fait que si je meurs demain après-midi ou demain matin, ben je serai morte heureuse, puis tout le monde autour de moi va savoir que je les ai aimés aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Vraiment. Merci, Cynthia, pour tout ben, on a une question de Michel. Est-ce que tu connais le mouvement Albatros, le pèlerin ou Paliami qui forme et accompagne en fin de vie? Si oui, est-ce que tu vois une grosse différence avec ta formation privée? Je connais des gens qui ont fait Albatros. Je sais que c'est pas mal la même chose. C'est souvent des longs week-ends, là, des 3-4 jours, pour avoir fait, parce que celle en Colombie aussi, c'était un 5 jours intensif, mais c'est 5 jours. Fait que c'est un petit peu semblable à ce que Albatros fait. Ça aurait été suffisant pour quelqu'un qui a un bon background, tu sais, quelque chose de solide en accompagnement, tu sais, thérapie, relation d'aide et tout ça. Je pense que c'est bon pour le mourant en soi. Quand on veut aller au-delà de ça, donc les techniques de communication, tout ce qui est, après ça, là, les dossiers, les documents à préparer, etc., on ne voit pas ça avec Albatros, par exemple, parce que c'est tellement condensé et c'est vraiment focusé sur le mourant. Donc, c'est bon. Mais par exemple, moi, pour faire ce que je fais aujourd'hui, il y a comme un large éventail là, de m'occuper de la famille par après et tout ça. Je pense que ma formation privée est venue vraiment bien se jumeler avec ma plus petite, ma plus courte en fait. Mais ce qui est intéressant avec Albatros et les autres, c'est que du moment qu'ils te forment, je pense, si je ne me trompe pas, tu tombes bénévole. Donc, tu rentres un peu dans un système que tu peux te pratiquer tout de suite. Tu n'as pas besoin de chercher des gens. C'est sûr que c'est plus bénévolement, c'est pas payant. Mais c'est une très bonne porte d'entrée, le bénévolat, pour comprendre ou pour voir, en fait, valider notre choix. Tu sais, si on est à l'aise avec ça, valider c'est quoi le type de clientèle avec lequel on est plus à l'aise, parce qu'il y en a qui ont 37 ans, il y en a qui en ont 85. C'est pas la même chose. Fait que oui, pour commencer, moi, je pense que ça pourrait être une très, très bonne option. Puis après ça, si tu vois que tu vas aller plus loin, bien, la formation privée pourrait venir combler ce qui te manque, en fait. Ouais. Parfait, merci. Est-ce que tu es en vie financièrement, Doula? Est-ce que tu as envie financièrement? Pas être J'ai envie à temps partiel, très temps partiel, parce que c'est quand même récent. Puis je vais être très honnête avec vous. Dans les 2 formations que j'ai eues et avec les accompagnantes avec qui j'ai parlé, on m'a tout dit « lâche pas ta job ». En voulant dire « t'en vivras pas tout de suite ». Moi, la vie, c'est bien chargé de ça. Le COVID m'a fait perdre mon vrai travail. Fait que j'ai dit, bon, ben là, j'ai pas le choix, fait que je me lance à 100 tu sais. Moi, j'ai la conviction qu'on peut faire ça à 100 mais c'est beaucoup d'autopromotion. En fait, on parle toujours de nous, là, parce que c'est un métier qui est inconnu. Fait qu'il faut être bonne pour être en avant des caméras, puis aller, tu sais, c'est tout le temps ça. Fait que c'est beaucoup de réseaux sociaux, parce que là, en fait, il faut se rappeler qu'on parle beaucoup plus à la famille qu'à la personne qui est en fin de vie. Donc, des gens qui sont nécessairement plus jeunes, maintenant, la radio, ça serait pas bon pour nous. La télé, je pense pas. Peut-être aller faire des entrevues, par exemple, ça, oui, mais tu sais, de la publicité à télé, premièrement, on n'a pas les moyens de faire ça quand on commence. Fait que c'est beaucoup d'autopromotion. Mais
je pense que si on est capable d'être constante dans notre présence et de faire tu sais, comme aller faire du bénévolat, là, pour vrai, je pense que c'est pas écrit que c'est nécessaire, mais c'est pas optionnel non plus. On se crée des contacts dans ce monde-là, faire des contacts dans notre région, contacter nos CLSC. En ce moment, avec la pandémie, les CLSC, on ne voit plus personne à domicile là, pour l'accompagnement du répit. Mais avant tout ça, oui, ils le faisaient. Donc, c'est une bonne porte d'entrée aussi. Mais en effet, c'est pas facile. C'est pas facile pantoute. Mais moi, je suis pas dans l'équipe qui dit t'en vivras jamais. Moi, je pense qu'on est dans les pionniers, ceux qui font ça en ce moment puis qui veulent faire ça. C'est vraiment les pionniers de ce métier-là, comme étaient les doulas à la naissance il y a 10-15 ans. Tu sais? Donc, ouais, c'est ça. Pas tout de suite, mais ça s'en vient. J'y crois. Ouais. Avez-vous d'autres questions avant qu'on il est l'heure qu'on avait? C'est déjà, c'est vrai. Oui, ça l'a passé vite. Mais hein. Ben, n'hésitez pas, en fait, si vous avez d'autres questions là, pour Cynthia, ben, justement, là, sa page, peut-être qu'on pourrait partager là, à tout le monde ta page Facebook, ou je peux même vous envoyer son courriel. Donc, n'hésitez pas là, si vous avez d'autres questions pour elle par après. Sinon, ben, merci beaucoup, Cynthia. Edith, c'était vraiment intéressant, inspirant. Tu étais généreuse avec tout ce que tu as dit. Ah oui, on n'oublie pas le livre. Je vais aller chercher le lien tout de suite. Ce ne sera pas long. Je vais vous le partager ici dans les commentaires. Oui, comme dans les ça, commentaires. vous allez pouvoir l'ouvrir tout de suite puis l'enregistrer dans vos favoris. Peut-être tu veux nous envoyer aussi ta page Facebook, comme ça les gens pourront tout de suite la prendre. Vous pouvez tout de suite la prendre en note. Puis en fait, ce que vous allez voir avec ce livre-là, c'est que c'est fait pour l'Ontario. Donc, tout ce qui est loi ontarienne sont écrits là-dedans. Fait que c'est la seule petite chose que, pour moi, je trouve que c'est poche parce que, bon, on n'a rien comme ça au Québec encore. Mais sinon, pour tout le reste de planification, là, c'est vraiment incroyable. Puis le livre est 32 $. Tu sais, c'est pas super dispendieux pour avoir un guide aussi complet, là. Donc, voilà. Puis maintenant, ma page Facebook. Je vois ça ici comme ça. Parfait. Parfait. Donc, prenez ça en note avant de quitter, parce que la conversation va s'en aller là, une fois qu'on va fermer le Zoom. Donc, sinon, n'hésitez pas à nous écrire soit au Festival Mouna ou à Cynthia directement pour toute question. Oui, merci beaucoup de votre présence. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.